Mercredi 16 février 2022, une séance de travail présidée par le roi Mohamed VI se tenait au sujet de la nouvelle charte de l'investissement. Hier, le chef du gouvernement a réuni les banquiers et les patrons au sujet de cette même charte. Aziz Akhnouch veut ainsi garantir l'adhésion du GPBM et de la CGEM dans l'encouragement de l'investissement au Maroc. La nouvelle charte se fixe comme objectif d'inverser la tendance actuelle où l'investissement privé représente près d'un tiers seulement de l'investissement total, l'investissement public représentant les deux autres tiers. La nouvelle charte prévoit aussi de porter la part de l'investissement privé donc aux 2 tiers de l'investissement d'ici 2035. Mais surtout, l'ambition affichée à travers ce projet, c'est d'améliorer la rentabilité de l'investissement au Maroc. Que chaque dirham investi nous rapporte plus en termes de richesse et de création d'emplois. Alors comment y parvenir? Que faire pour que l'investissement ait un impact direct sur la vie des gens? Nous allons en parler ce matin avec nos 2 décodeurs, Tariq El-Malki et Amin Diouri. Nous sommes le jeudi 24 février, voici vos décodeurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Khadija Sifi, Tariq El-Malki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur de l'ISCAE Rabat. Comment ça va? Très bien. Compte tenu des événements que nous vivons, on essaye de rester calme et optimiste. Ouais. En ligne avec nous, Amin Diouri, directeur études et communications chez Inforisque. Bonjour Amin. Bonjour Adil. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, en l'occurrence des 2 sujets programmés aujourd'hui, j'aimerais vous faire réagir, messieurs, à l'actualité, parce que vous savez, nous sommes une émission d'actu et l'actualité est assez chargée au niveau national et international. Commençons peut-être par ce qui secoue le monde actuellement, à savoir cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Et j'aimerais avoir votre avis, non pas sur l'aspect purement politique ou géopolitique de ce dossier, mais sur l'impact potentiel sur le Maroc et sur l'économie marocaine. Vous le savez, nous sommes en pleine année de sécheresse. Nous comptons importer énormément de quantité de blé et on importe beaucoup de blé justement de l'Ukraine. Les prix des produits pétroliers qui ne cessent d'augmenter. Nous sommes un pays importateur. Donc toutes ces données, je commence par vous Tariq El-Malki brièvement. Quel pourrait être l'impact de tout ça sur l'économie marocaine? Bien évidemment, d'abord sur un plan géopolitique à l'échelle mondiale, c'est que nous assistons quand même à un événement d'envergure sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. C'est quand même l'Europe traverse, je pense, la plus grave crise de son histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la démilitarisation. Après nous verrons bien où cela nous mènera, mais ce qui est certain, c'est qu'avec cette action, la Russie, malheureusement, se mettra peut-être au banc des nations civilisées entre guillemets, avec tout ce que ça implique comme sanctions, comme bouleversement sur le plan géopolitique. S'agissant du Maroc, alors bien évidemment, nous sommes une économie ouverte sur le monde et nous subissons de plein fouet la crise énergétique avec un prix du baril qui dépasse les $100, avec en filigrane une décompensation du pétrole depuis quelques années et l'impact que ça aura sur le prix de l'essence à la pompe. Ça a déjà sur le prix. Ça a déjà, et j'ai bien peur que ça va continuer vu qu'il n'y a aucune autorité, il me semble, de contrôle des prix à ce niveau-là. Donc ça gruge la compétitivité des entreprises marocaines. Donc on va en parler. Indirectement, ça va gruger leur capacité à investir et le pouvoir d'achat des ménages dont personne, malheureusement, en tout cas le gouvernement actuel, ne se soucie. Le deuxième élément, vous avez raison de le souligner, c'est le blé. Nous sommes dépendants de l'Ukraine, il me semble, en termes d'importation de blé, et cela pose la question de la sécurité alimentaire, la souveraineté, alimentaire du Maroc, en matière de production des denrées de base, dont le blé, les céréales, dont malheureusement nous ne sommes pas autosuffisants. Et ça va engendrer là aussi une casse malheureusement à ce niveau-là. Ça ne peut qu'aggraver effectivement la situation économique. Tout cela aurait dû être anticipé. Tout cela aurait dû être anticipé depuis plus longtemps avant. Je reviens à vous, Tariq El-Malki. J'aimerais avoir la question de l'eau également. Oui. dont nous ne parlons pas suffisamment. Vous écoutez pas Atlantic Radio. Non, enfin, je parle pas de vous. Je pense que malheureusement, nous avons un gouvernement qui est toujours dans la réaction, qui subit d'une certaine manière, qui donne l'impression de subir les événements, alors que la question de la souveraineté alimentaire, elle est posée depuis des années, le stress hydrique et bien évidemment la question de l'énergie.
Amine Diouri, j'aimerais avoir votre avis justement sur le contexte international actuel qui est très tendu et qui est, on le constate, très défavorable, qui pourrait être très défavorable à court terme sur l'économie marocaine. Oui, effectivement, je passerai rapidement la partie géopolitique qui est vraiment très intéressante parce que voilà, on voit bien que d'un côté, il y a le clan occidental, États-Unis, Europe versus la Russie et la Chine, puisque la Chine s'est rapprochée de la Russie dans ce contexte. Mais bref, je passe rapidement. Ce qui est important, c'est qu'effectivement de voir que l'Ukraine, il n'a pas simplement que des matières premières comme le blé. Et d'ailleurs, 40% de sa production nationale se trouve justement dans ces zones annexées, envahies par la Russie. Ouais. Donc effectivement, l'impact, il est là. Mais l'Ukraine, c'est aussi des matières premières, ce sont des minéraux qui sont aussi extrêmement importants pour notre industrie. Donc aussi, il peut y avoir un impact inflationniste. On va importer de l'inflation sur un certain nombre de produits d'intrants utilisés par nos industries pour produire. Et donc forcément, il devrait y avoir des répercussions au niveau des produits, du prix des produits avec un impact évidemment pour la demande. Donc effectivement, c'est quelque chose, c'est un contexte qui est extrêmement difficile. Alors effectivement, c'est Tarek a parlé du blé. C'est effectivement aujourd'hui l'approvisionnement en blé, il se fait essentiellement auprès de deux pays qui sont la Russie et l'Ukraine. Il est évident que maintenant que cette guerre s'est déclenchée, on va devoir s'approvisionner auprès d'autres pays comme la France ou d'autres pays. Donc tout le monde va faire la même chose finalement. Et donc les prix vont forcément nécessairement augmenter de manière assez brutale. Et malheureusement, il faut effectivement penser à toutes ces conséquences d'un point de vue social et d'un point de vue économique pour nos entreprises. Bon. Autre sujet à la une de l'actualité nationale cette fois-ci, c'est le début du dialogue social entre le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, qui réunit à partir d'aujourd'hui les principales centrales syndicales. C'est vrai que le dialogue social était au point mort au cours des dernières années. On se souvient des tensions entre l'ancien chef du gouvernement, Abdel Benkiran, et les principaux représentants des centrales syndicales. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau round du dialogue social, Tariq Malki? Est-ce que Aziz Akhnouch peut éventuellement réussir là où son prédécesseur avait échoué? Il le doit, dans une mesure où le Maroc est aujourd'hui, d'une certaine manière, assis sur une sorte de volcan social, où il y a une convergence, une confluence d'enjeux structurels qui menacent d'une certaine manière la paix sociale, voire peut-être, j'espère pas, la paix civile. Il y a la question donc de la crise sanitaire et son impact, on l'a dit, sur le pouvoir d'achat des ménages, mais surtout sur les entreprises. Il y a une casse sociale extrêmement importante dont malheureusement nous prenons connaissance de plus en plus que ces dernières semaines, ces derniers mois. Il suffit de lire la dernière enquête du HCP qui vient de sortir et qui fait un peu état de l'impact économique et social de la pandémie sur les entreprises par taille, par secteur d'activité. Il y a la question également de l'eau. Donc j'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Le Maroc est en proie à un stress hydrique, mais à mon avis, c'est des choses qui vont s'aggraver dans les 10 prochaines années, et ce qui doit faire en sorte de changer tout le mindset autour de la gestion de l'eau, et notamment la stratégie agricole. Le Maroc exporte de l'eau. Parfois, vous vous rendez compte, alors que nous sommes un pays qui n'a pas du tout cette vocation-là, et nous exportons des produits qui sont fortement producteurs et consommateurs d'eau. Et le troisième niveau, c'est l'énergie, où là donc on le voit avec un impact sur, la flambée des prix à l'international, donc on a un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc moi, mon sujet, si vous voulez, ce round ou ce dialogue social doit être fait à l'aune du renforcement et de la préservation du pouvoir d'achat des classes moyennes. Oui. Les classes moyennes sont véritablement laminées, bien avant la pandémie d'ailleurs. Personne ne s'en est vraiment soucié. Et là, post-pandémie, je pense que là aussi, on va prendre la mesure de la casse sociale à ce niveau-là. Donc moi, je pense qu'il y a une politique de revalorisation
salariale à mener en urgence avec la CGM et une réforme fiscale. Là aussi, à chaque fois que je viens chez vous ou ailleurs, je plaide. Parfois, on a l'impression qu'on se sent seul pour une réforme fiscale au-delà de la loi cadre qui s'inscrit dans la continuité des assises de 2019. Mais cette loi cadre doit s'accompagner par des mesures extrêmement fortes, concrètes. Le constat est qu'il n'y a toujours pas d'équité fiscale au Maroc. Il n'y a pas d'équité fiscale, donc surtout par rapport à l'impôt sur le revenu, donc la taxation sur les revenus du travail, elle pèse extrêmement fort sur les revenus des ménages de salariés qui, dont il faut rappeler un chiffre, 73% des recettes de l'IR proviennent des revenus salariaux et non pas des revenus professionnels. Donc l'enjeu, il est là. Et le deuxième niveau, on va en parler avec l'investissement, la compétitivité des TPME, qui là aussi doit se faire. Nous allons en parler, ce sera en deuxième partie d'émission. Donc moi je dis le pouvoir d'achat, les salaires et la réforme. Amine Diouri, vous vouliez réagir, je pense. Non, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Je pense que vraiment l'essentiel est là. Effectivement, ces 2 dernières années, avec cette crise, il y a eu une forte détérioration du pouvoir d'achat. Bon, ça a peut-être commencé avant, effectivement, mais en tout cas, ces 2 dernières années, la crise a un impact sur les salariés, sur les personnes qui ont perdu un emploi. Donc, plus que jamais, le dialogue social est important. Les tensions inflationnistes aujourd'hui qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages aussi, des salariés, est très fort. Donc, forcément, le gouvernement, à mon avis, devrait essayer de rassurer les syndicats et faire passer à travers les syndicats le message à de nombreux salariés qu'effectivement ils ne sont pas oubliés dans la politique gouvernementale et que toutes ces conséquences seront prises en cause et que nous serons accompagnés par notre gouvernement. 9h35 sur les ondes d'Atlantique Radio, deuxième partie de votre émission Les Décodeurs ce matin avec Tariq El Malki et Amine Diouri. On parle ce matin de l'investissement au Maroc avec cette nouvelle charte de l'investissement qui a été présentée dernièrement. Alors moi ce qui a retenu mon attention ces derniers jours, c'est l'intervention du Wali de Banque El Maghrib à la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants lors d'une réunion justement dont le thème était l'investissement dans le royaume. Et Abdelatif Jouahri a déclaré, et je le cite, les investissements sont quantitativement suffisants dans le royaume, c'est plutôt leur rentabilité qui fait défaut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Tariq El Malki? Alors en partie, c'est-à-dire si on fait une analyse littérale des chiffres, effectivement, lorsqu'on analyse un peu l'évolution de l'investissement dans sa globalité au Maroc, il dépasse les 30% du PIB, on est à peu près à 32,2%. Ce qui est un taux largement supérieur à la moyenne mondiale qui est autour de 25, et les pays à niveau de développement similaire au Maroc où là on est à moins de 30%. Il faut savoir que en matière d'investissement global, le Maroc en proportion se classe après la Chine et l'Inde. Et là où le bas blesse, c'est que l'impact, ce qu'ils appellent le rendement ou la rentabilité de cet investissement, elle ne s'est pas faite en faveur, si vous voulez, du décollage et du développement économique du Maroc, chose qu'on a pu constater dans un certain nombre de pays asiatiques dans les années 80-90, des pays d'Europe du Sud, l'Italie, où le taux d'investissement global était plus faible que celui du Maroc, mais qui a permis un décollage économique extrêmement important. Alors là où donc la question se pose, pourquoi justement cet investissement n'est pas rentable? Moi je pense qu'il faut rentrer d'abord dans la composition de cet investissement. Il est composé de 3 éléments. On ne va pas refaire l'histoire de l'importance de l'investissement. Surtout qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais si on rentre dans la catégorisation de cet investissement, il est composé de quoi? De l'investissement public pour les 2 tiers, l'investissement l'IDE pour à peu près 10%, et le reste c'est l'investissement privé. Donc moi je considère que cette question de l'absence de rentabilité ou de rendement de notre investissement, elle doit être mise à l'aune non pas d'une prépondérance de l'investissement public au Maroc
contrairement à ce que certaines personnes pensent. Moi, je pense que aujourd'hui, l'investissement public au Maroc est extrêmement important, ne serait-ce que pour mettre en place les infrastructures sociales nécessaires pour répondre aux besoins sociaux du Maroc qui sont énormes et que cette crise sanitaire a bien montré. Donc moi, je considère qu'il ne faut pas toucher à l'investissement public, voire même, il doit même augmenter ces prochaines années pour faire face, comme je l'ai dit, aux besoins sociaux. Mais l'enjeu, c'est d'inverser la tendance et faire en sorte d'avoir une augmentation exponentielle de l'investissement privé, de passer d'une proportion de 2/3, 1/3 à au moins doubler, on va dire, l'investissement privé qui, compte tenu de certaines sources, malheureusement il n'y a pas de source fiable selon l'avis, d'ailleurs du Wali Bank al-Maghrib lui-même, nous n'avons pas des données fiables pour mesurer la proportion de l'investissement public versus investissement privé. D'une certaine manière, on évalue cette proportion à 2/3 pour l'investissement public, 1/3 pour l'investissement privé. Moi je considère que tout l'enjeu, c'est de faire en sorte d'avoir un secteur privé fort, compétitif, productifs, qui prennent des risques et qui dépassent d'une certaine manière ces fragilités structurelles que le Wali a annoncées et qui justement sont une entrave, un obstacle à l'investissement privé. Et nous avons un secteur privé qui, malheureusement, je le dis, dans ce contexte hautement incertain, volatile, crise sanitaire oblige, mais même avant, il ne prend pas suffisamment, à mon sens, ses responsabilités dans l'investissement, parce que l'État ne peut pas se substituer au privé. L'État peut jouer le rôle de moteur, l'État peut être une locomotive, mettre en place les infrastructures qui sont nécessaires justement à améliorer l'environnement des affaires, etc. Mais derrière, et les pays qui ont réussi, l'Europe, l'Asie, etc., le secteur privé prend le relais. À un moment donné, prend le relais. Alors justement, c'est ça la question la plus importante, vous l'avez pointé du doigt, et je me tourne vers Amine Diouri. Comment on fait justement pour permettre au secteur privé, aux entreprises du secteur privé, de pouvoir investir? Nous allons parler des résultats de l'enquête du HCP, qui nous dit que la grande majorité des entreprises marocaines ne comptent pas investir déjà en cette année 2022. Donc l'objectif principal, l'un des objectifs principaux de cette charte, c'est d'inverser la tendance et que l'investissement privé soit prédominant par rapport à l'investissement public. Comment on y arrive selon vous, Amine Diouri? Oui, alors déjà la première question, c'est effectivement de quoi on parle en termes de chiffrage. J'avais essayé il y a quelques mois de stage déjà de faire ma propre évaluation des investissements privés à partir des bilans des entreprises. Donc voir d'une année après année sur une période de 10 ans, justement quel était le montant des investissements cumulés par les entreprises, quelle que soit leur taille. Et grosso modo, on était arrivé à la conclusion qu'en moyenne, sur les 5 dernières années, les entreprises investissaient en moyenne entre 50 et 75 milliards, 50 milliards, 75 milliards de dirhams d'investissement annuel, qui représentait grosso modo entre 4 et 8% du PIB. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi, et ça rejoint la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire? Une des clés de l'investissement privé, c'est d'abord il y a le financement, notamment le financement bancaire. Quand on regarde c'est pour ça je pense que le gouvernement a demandé au GPBM et aux banques de joindre justement aux discussions, parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte d'une chose très simple, c'est qu'il y a 10 ans de cela, en 2010, la part du crédit à l'équipement, le crédit à l'investissement représentait 17% du total de l'encours bancaire. Il n'est plus que de 11%, on a perdu 6 points en 10 ans, ce qui montre bien le déclin des crédits d'investissement accordés par les banques aux entreprises. Donc il y a une problématique financement qui est extrêmement importante. Ensuite, d'autres problématiques, d'autres solutions doivent être mises sur la table. Je pense notamment à la question de la fiscalité, la question des délais de paiement. Ces deux questions ont été rejointes, je pense notamment à une étude de Mazars qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui disait que la problématique des délais de paiement empêchait pour presque d'un tiers des entreprises d'investir, parce que justement l'impact sur la trésorerie des entreprises était importante et donc la répercussion sur l'investissement. La question de la politique fiscale d'incitation pour les entreprises est aussi importante. Est-ce qu'on a mis une vraie politique pour justement aider les entreprises, les inciter à investir? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Et bien évidemment,
une entreprise prend la décision d'investir que si elle a des perspectives de retour sur investissement rapide. Or là, aujourd'hui, avec tout le contexte économique que nous avons, il est évident qu'on ne peut pas demander à une entreprise, compte tenu d'une visibilité faible à 6 mois, 9 mois, 12 mois, et compte tenu de toutes les incertitudes en termes d'inflation, en termes de reprise de l'activité complète et totale dans un contexte Covid qui est en train de disparaître, mais on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Tout ça fait que beaucoup des entreprises, je reprends l'étude Mazars notamment, l'incertitude macroéconomique et microéconomique fait que beaucoup ne veulent pas investir pour le moment et reportent cette décision d'investir au minimum à l'année prochaine. Alors, Abdelatif Jouari, justement, lors de son intervention, en parlant justement de l'amélioration de l'investissement privé par rapport à l'investissement public, a beaucoup insisté sur le volet des petites entreprises, des petites structures, des TPME. Alors, selon lui, il faut augmenter davantage et d'abord, et surtout, la capacité d'investissement des petites structures. Selon vous, Tariq Melki, est-ce qu'il faut commencer par là? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que ça sera suffisant? Moi, je suis d'accord pour dire, moi, je défends l'idée qu'il faut au Maroc un véritable choc entrepreneurial et travailler véritablement sur les start-up et les TPE. Donc, on avait proposé il y a quelques mois même une loi cadre spécifique aux start-up et qui prenne en considération d'abord la création d'un cadre juridique et réglementaire spécifique à la start-up qui n'existe pas. Il y a aussi la problématique du financement, parce qu'en réalité, quand on parle de tissu industriel, on ne peut pas mélanger la TPE, la start-up, la PME et la grande entreprise. Elles ont des réalités différentes, elles ont des enjeux, des défis complètement différents. Et des besoins différents aussi. Et des besoins différents. Donc moi, je considère que l'enjeu pour le Maroc, et d'ailleurs après, c'est même une question d'ordre sociétal, voire philosophique, véritablement poser les jalons d'une société entrepreneuriale avec la création d'une nouvelle classe d'entrepreneurs à l'américaine, à l'asiatique, qui prennent des risques, qui soient innovants, mais pour ce faire, il y a donc un certain nombre de verrous à faire sauter, dont notamment ce carcan réglementaire dont j'ai parlé. Les startups n'ont pratiquement aucun moyen d'accompagnement, l'accès au marché pour les startups dans le cadre d'une certaine manière de contrats de sous-traitance avec des grandes entreprises ou des PME, l'accès à la commande publique, garantir aux startups un accès à la commande publique, la création de sources de financement, si Amine en a parlé, des solutions alternatives. Heureusement, la loi sur le crowdfunding vient d'être votée. Bon, nous attendons son opérationnalisation sur le terrain. On avait proposé également la création d'une banque publique d'investissement à caractère régional. Donc tout ça, vous voyez, c'est des choses extrêmement importantes, mais qui restent quand même cantonnées à la réglementation et aux facteurs institutionnels. Moi, je pense qu'il faut, et c'est là où également l'accent doit être mis sur le plan des valeurs et sur le plan du comportement. Le secteur privé, à mon sens, doit également changer d'approche, changer de comportement, changer de manière d'être. Et là, l'État a une grande responsabilité, le secteur éducatif a une grande responsabilité, l'école, la famille également une grande responsabilité. Pourquoi ? Juste pour terminer ce point qui est très important, c'est du domaine des valeurs sociétales. Une société entrepreneuriale, ça se décrète pas, ça se construit depuis l'école. Et pour vous donner un petit exemple, un pays comme le Rwanda ou un certain nombre de pays à niveau de développement similaire au Maroc inscrivent l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise dès l'école primaire. Et ça forme un mindset. Ceci se prolonge à l'université dans le cadre de ce qu'on appelle des incubateurs d'entreprise, qui là aussi sont un outil extrêmement importants, qui ont fait leurs preuves et qui permettent d'accompagner un certain nombre de porteurs de projets qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'accès au financement. Et là, il n'y a pas de statut pour cela. Et enfin, je disais le changement des comportements. Là, l'État doit être garant, lutter contre toute forme d'abus de position dominante, d'économie de la rente, la corruption, qui sont des problématiques réelles que les jeunes entrepreneurs que nous côtoyons dans le cadre de l'université le disent. C'est qu'on a l'impression que l'économie marocaine reste une économie fermée, une économie de marché captif où le ticket d'entrée sur certains secteurs d'activité est quasiment impossible pour un jeune entrepreneur qui veut s'engager. Donc il faut une révolution, je dirais, idéologique, une révolution
entrepreneuriale d'une certaine manière pour permettre à notre société de briser un peu ses chaînes. Alors j'aimerais qu'on commente avec vous, messieurs, les derniers indicateurs du Haut Commissariat au Plan qui vient donc de publier les résultats de la 4e enquête qualitative auprès des entreprises. Alors l'objectif de cette enquête, et les données sont très intéressantes je trouve, c'est de saisir les perceptions des chefs d'entreprise directement concernant leurs perspectives en matière d'investissement et de recrutement durant l'année 2022. Alors il en ressort qu'à peine 3 entreprises sondées sur 10 prévoient d'investir cette année et 60% des entreprises ne prévoient un retour à une activité normale qu'à partir de 2023. Il va sans dire que le contexte actuel marqué par des tensions sur les prix au niveau international ne peuvent qu'aggraver la situation et peut-être va falloir même revoir ces indicateurs publiés par le HCP. Et ça rejoint aussi un autre volet quand on parle justement du secteur privé qui doit investir davantage. Comment voulez-vous qu'une structure privée puisse investir si les crédits interentreprises, rappelez-moi le chiffre, Amin Diouri, ce chiffre à combien ? Presque 400 milliards de dirhams. Voilà. Donc, comment voulez-vous demander à une entreprise privée d'investir si elle n'est pas payée à temps, si la problématique des délais de paiement n'est toujours pas résolue et ça fait des années qu'on en parle. Donc, moi, je vous pose la question, Amin Diouri, comment vous voyez un petit peu l'évolution de ce volet-là ? Oui, alors après, je pense qu'il faut effectivement, ça reprend un peu la question précédente. Je pense qu'il faut déjà, la question de l'investissement et de la reprise, elle se pose par catégorie d'entreprise, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Si je me focalise uniquement sur la TPE, je me dis plusieurs choses. Difficulté d'accès au marché, on l'a dit, malgré la loi qui a été mise en place pour que les TPE puissent accéder avec un quota, etc. Aujourd'hui, les résultats se font encore attendre. 2, la question du financement, on le sait aujourd'hui, les TPE et une partie des PME ont des difficultés à accéder au financement, au crédit trésorerie, crédit à l'investissement. Donc cette question du financement se pose aussi fortement. Et puis, vous l'avez dit, la question des délais de paiement alors c'est même pas la question du crédit interentreprise, parce que finalement, ce crédit interentreprise, il est possédé entre guillemets par qui ? C'est globalement, en grande partie, près de 80%, les grandes entreprises et les PME. Les TPE en possèdent une très faible part. Oui. Et ce sont elles qui subissent le plus cette question des délais de paiement. Ouais. Donc quand on leur demande ensuite, quand on demande à ces TPE d'accroître leur capacité productive, je leur dis, réglons d'abord toutes ces problématiques qui ont un impact fort sur leur trésorerie. Et puis j'ai oublié de parler d'une chose importante, c'est aussi la question de la capitalisation des TPE, enfin des entreprises qui sont créées des TPE, qui reste relativement faible et malgré tout ça, on se rend compte aussi en termes de financement que les fonds propres représentent une très grande partie pour ces TPE de leur capacité d'investissement. Donc finalement, voilà, toutes ces problèmes. On doit d'abord répondre à toutes ces problématiques-là avant de se poser la question de comment ces TPE font pour investir. Tarek El-Malki, pour conclure, 3 entreprises sur 10 prévoient d'investir en 2022. C'est très faible. Que peut faire éventuellement le gouvernement pour limiter la casse, inverser la tendance peut-être, même si on n'y croit pas trop en cette année très compliquée. Et comment voyez-vous un petit peu l'évolution du secteur privé, du tissu productif national en cette année 2022 ? Non, pour être honnête avec vous, ce gouvernement peut et doit restaurer la confiance de l'ensemble, on va dire, des agents économiques du pays, que ce soit les entreprises, les ménages, etc. Sa grande responsabilité, à travers le dialogue social notamment, c'est de créer les conditions de la confiance pour justement permettre ce qu'on appelle l'augmentation de la propension à investir. Mais il faut pas se leurrer. Les problématiques du tissu productif marocain, elles ne datent pas de ce gouvernement. Elles datent de 30 ans. Si Amin Diouri en a parlé, on peut rajouter à cela des failles structurelles, dont j'en vois 3 ou 4 qui grugent véritablement la propension, la capacité à investir. C'est que nous avons un tissu industriel extrêmement fragmenté. Je donne un chiffre, 92% des entreprises marocaines sont des micro-entreprises qui font moins de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. 84% font moins de 1 million de dirhams. Nous avons un problème de compétitivité à l'export. Nous avons moins que 5000 entreprises marocaines qui exportent, ce qui est à peu près ramené à la population 0,2 entreprises exportatrices pour 10 000 habitants. Nous avons un taux dérisoire par rapport aux pays
pays à un niveau de développement similaire, Roumanie, Bulgarie, Ukraine et d'autres pays. Nous avons également un faible, et là, ça rejoint l'entrepreneuriat, un faible degré d'innovation et de sophistication de nos produits, ce qui est en lien avec l'absence de compétitivité. La qualité de nos produits est remise en question. D'ailleurs, ce qui empêche, malheureusement, leur entrée dans un certain nombre de marchés avec lesquels nous avons des échanges, notamment l'Union européenne, qui bloque l'accès de produits marocains à cause de ces normes de qualité, etc. Et la question de la sous-capitalisation. Donc moi, je pense que c'est des problématiques qui doivent être adressées, donc à travers un certain nombre de lois, de mesures dont j'ai parlé. Peut-être qu'il faut, j'avais également parlé, à part du choc entrepreneurial, il faut des lois de modernisation de l'économie, des chocs de simplification. Il y a des textes qui doivent être complètement revisités. Vous avez parlé de la charte d'investissement. Ça fait quand même 5-6 ans que nous l'attendons. Il y a la charte de la PME également qui doit être revisitée. Donc il y a la modernisation, il y a le choc entrepreneurial en mettant l'emphase sur la start-up innovante, l'accès à la commande publique, l'accès au financement, l'accès au foncier également, les facteurs de production, l'énergie, le foncier sont des facteurs discriminants pour des jeunes entreprises qui veulent juste démarrer et se développer. Et il y a en marge de cela, comme je l'ai dit, une révolution culturelle, idéologique. Il faut que le Maroc s'inscrive dans cette société entrepreneuriale en inculquant le goût du risque, l'innovation aux jeunes enfants, et cela dès leur plus jeune âge. Et lutter pour terminer, là aussi les entreprises le remontent souvent, la corruption, la prévalence de la corruption, malheureusement, qui ne cesse d'augmenter. Le Maroc recule depuis un certain nombre d'années dans les classements internationaux, les abus de position dominante, les situations de rente, tout cela doit cesser et l'État doit être, l'État arbitre, doit être le garant du bon fonctionnement d'une véritable économie de marché libre, ouverte et démocratique. C'est à ce prix-là, tous ces éléments pris ensemble, qu'on pourra véritablement améliorer la propension d'investissement des entreprises, mais ça prendra pas 3 mois. Ça prendra plusieurs années, mais il faut démarrer. Il faut rester optimiste parce que les enjeux sont importants, les opportunités sont également nombreuses. Dans beaucoup de secteurs, on l'a vu, le médical, la pharmacie et d'autres. Donc moi, je pense que voilà, il faut rester même optimiste. Si le contexte actuel, il faut le dire, est difficile, très difficile. Il n'est pas plus difficile pour d'autres pays, pas plus facile, pour d'autres pays. Effectivement. Alors, dernière question pour conclure, peut-être, Amine Diouri. On a parlé avec vous dernièrement des défaillances d'entreprises enregistrées en 2021 avec ces niveaux records. Comment vous voyez un petit peu cette année 2022? Est-ce que on aura plus, moins de défaillances? Tout dépend de la conjoncture. Comment ça va se goupiller tout ça? Moins de défaillances, ça me semble difficile dans le contexte actuel, c'est évident. Maintenant, très difficile, on est encore en début d'année. On a beaucoup d'éléments d'incertitude. Il faut rappeler quand même le contexte macro qui est extrêmement difficile. Pas de pluie, donc un PIB qui va être quasiment divisé par 2, peut-être même par 3. Donc tout ça, évidemment, impacte. Puis il y a la santé financière des entreprises. Bref. Pour le moment, dire que les défaillances d'entreprises vont baisser, ça, j'y crois pas, faut être clair. Augmenter certainement. Je reste sur ma perspective moyenne de l'année, plus 15%. Mais en espérant que justement les choses ne se dégradent pas dans les prochaines semaines. Je pense notamment à l'inflation de toutes les matières premières, des produits agricoles. Je pense au contexte géopolitique avec la crise ukrainienne. Je pense à la crise, à la problématique des délais de paiement. Bref. J'espère que tout ça ne se dégradera pas dans les prochains mois et qu'on n'aura pas déploré en fin d'exercice une hausse encore exceptionnelle des défaillances d'entreprises. C'est tout ce qu'on espère. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a eu un signe positif. Il a plu ce matin sur Casablanca et peut-être même sur d'autres régions. Sur Kenitra aussi, vous y êtes. C'est vrai que quand il pleut chez nous, on dit qu'il fait beau. Ah oui, c'est le meilleur. On a besoin de beaucoup de pluie en ces temps très très très
très difficile. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat très intéressant. Tariq Al-Malki. Merci. À bientôt. Amine Diouri également, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Atlantique Radio. Vous retrouverez Mourad Baba pour le Flash Info, pour le Flash en langue arabe. Et juste après, vous retrouverez Badr Saoudi pour l'émission des experts.